Les leaders du Front de gauche sont reçus à l'Élysée en ce moment par Emmanuel Macron depuis une demi-heure. Il s'agit évidemment de trouver une solution à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée et bien sûr de trouver un Premier ministre qui ne serait pas immédiatement censuré. Pour en parler avec nous, une invitée. Tout à fait. Nous sommes avec Manon Aubry, députée européenne LFI, d'ancienne tête de liste lors des élections du printemps dernier. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci de nous répondre. Vous êtes aux universités d'été de votre mouvement, à Valence, dans la Drôme en ce moment. Qu'est-ce que vos petits camarades qui sont à l'Élysée sont en train de demander au président de la République ? Ils sont venus avec une demande simple, qui n'est pas seulement la demande des leaders politiques du nouveau Front populaire, mais qui est la demande qui a été exprimée dans les urnes le 7 juillet dernier. Ils sont venus demander la nomination de Lucie Castet à Matignon comme première ministre pour être fidèle au vote des élections législatives qui a placé le nouveau Front populaire en tête, certes avec une majorité relative, mais en tête. Et donc nous venons lui dire d'être respectueux des institutions françaises, respectueux de la démocratie, de nommer Lucie Castet. Nous sommes venus aussi lui proposer une méthode de gouvernement qui consiste à changer de la brutalité avec laquelle a été traitée l'Assemblée nationale. Mais qui consiste à faire des compromis avec le centre, avec la droite ? Qui consiste à dialoguer, et c'est la nature de la démocratie, a fortiori quand vous n'avez pas de majorité absolue. Évidemment, si nous sommes arrivés en tête, notre point de départ est celui du programme du nouveau Front populaire pour abroger la réforme des retraites, pour augmenter le salaire minimum, le SMIC à 1 600 € net, pour ne prendre que ces exemples, investir massivement dans nos services publics, l'éducation, la santé qui ont tant souffert en cette rentrée, mais aussi cet été, nos hôpitaux qui ont été mis sous tension. Sur tous ces sujets, nous pensons qu'il est possible d'avoir des majorités à l'Assemblée nationale. Et c'est cette méthode que nous sommes venus proposer aussi au président de la République pour sortir de l'impasse politique dans laquelle nous sommes. Bon. Rendez-vous bien compte, aujourd'hui, ça fait 38 jours que nous n'avons pas de gouvernement. 38 jours, c'est un record depuis 1953. Et la France a pourtant survécu à ces 38 jours. Manon Aubry, dans une assemblée qui est divisée en 3 tiers, la seule possibilité de gouverner, c'est de faire des alliances, de trouver des compromis. Est-ce que vous, LFI, vous êtes prêt à des compromis avec des parlementaires du bloc centriste? J'ose pas vous poser la question de savoir si vous êtes pour des compromis avec la droite ou le Rassemblement national. Il y a 2 choses à séparer. D'abord, il y a d'un côté la composition du gouvernement. Il est normal que le gouvernement soit composé du bloc politique qui est arrivé en tête. Et c'est le nouveau Front populaire qui est aujourd'hui la majorité la plus large possible. Ça, c'est le premier étape. Donc ce serait un gouvernement qui serait 100% de gauche. Attendez, pour vous. J'y arrive. Donc c'est la composition du gouvernement qui est faite du bloc politique le plus large possible. Et à moins de nous prouver le contraire, l'alliance politique la plus large possible à l'Assemblée nationale après les élections du 7 juillet, c'est le nouveau Front populaire. Ensuite, nous avons conscience qu'il faut faire adopter des textes. Pour faire adopter des textes, il faut la majorité, c'est-à-dire la moitié des députés, plus 1. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler à convaincre d'autres députés. Mais je vais vous prendre des exemples concrets. Il y a des sujets sur lesquels il sera possible. Je pense à une proposition qui avait été faite, par exemple, par des députés du MoDem, qui appartient au bloc macroniste, qui avait proposé une taxation sur les superprofits, une taxation sur les superdividendes, pour notamment mieux redistribuer les richesses. Et bien sur ce sujet, je pense que nous pouvons avoir des majorités. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, je pense que nous pouvons avoir des majorités. Justement, moi aussi, je voulais vous donner un exemple concret, et c'est le même que le vôtre, l'idée d'abroger la réforme des retraites. La seule possibilité pour ce faire, c'est que vous vous alliez avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est acceptable pour vous ? Mais c'est là où le mot alliance n'a pas tout son sens. Quand on gouverne, c'est le cas dans toutes les démocraties, a fortiori les démocraties avec un régime parlementaire, on a un gouvernement qui fait des propositions. Et ensuite, on ne va pas s'allier avec le Rassemblement national. S'il vote avec vous, ça ne vous pose pas de problème. Attendez, laissez-moi. Je ne suis pas derrière chaque député du Rassemblement national pour lui dire tu fais ci ou tu fais ça. Mais le rôle d'un gouvernement, c'est de proposer des projets de loi, par exemple l'abrogation de la réforme des retraites, et ensuite chaque député vote. Il se trouve que sur la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites, oui, il peut avoir une majorité. Est-ce que pour autant, je vais faire un gouvernement avec le Rassemblement national ? Vous connaissez la réponse, elle ne va pas vous surprendre. La réponse est non, puisque nous avons des divergences fondamentales. Mais ce qui ne me surprend pas non plus, c'est que vous acceptez les voix. Ce qui ne me surprend pas non plus, c'est que vous acceptez les voix du Rassemblement national sur certains textes. Mais vous savez, la démocratie, ce n'est pas accepter ou refuser des voix.
quand on vote à l'Assemblée nationale, quand on est démocrate, je ne vais pas dire aux députés du Rassemblement national, non, vous ne votez pas. La différence, c'est comment on construit des coalitions. Et nous assumons de dire que nous n'allons pas construire de coalition avec le Rassemblement national pour faire plaisir au Rassemblement national. Parce que oui, nous avons des désaccords fondamentaux avec le Rassemblement national qui veut diviser la société en fonction de la religion, de la couleur de peau. Je rappelle qu'ils ont quand même proposé d'exclure les binationaux d'un certain nombre de responsabilités. Je pourrais prendre cet exemple parmi d'autres. Nous avons des désaccords fondamentaux avec le Rassemblement national. Nous ne gouvernerons pas avec eux. Pour autant, nous respecterons l'Assemblée nationale. Et je sais que on n'a pas été très habitués ces dernières années au respect de l'Assemblée nationale. Nous respecterons son vote, nous respecterons les amendements qui seront déposés par les députés. Il y aura un débat parlementaire qui s'engagera sur chaque texte. Mais les textes que nous proposerons, c'est normal, ce seront des textes issus du programme du nouveau Front populaire, charge ensuite à l'Assemblée nationale de faire son travail parlementaire et les textes seront définitivement adoptés. Bref, c'est finalement le grand retour d'une démocratie parlementaire qui peut s'opérer avec la nomination de Lucie Castet. Manon Aubry, on est ravis de vous avoir sur Europe 1 et on est ravis que vous puissiez vous exprimer. Le principe de cette émission, c'est aussi qu'on prend des auditeurs en ligne. Vous restez donc avec nous. Et on est avec Jean. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Qu'est-ce que tout cela m'inspire ? Déjà, bonjour à Marion Aubry. Pourtant, je ne suis pas d'extrême gauche. Manon Aubry, oui, tout à fait. Qui est une personne respectable, même si je vote plutôt à droite. Moi, qu'est-ce que cela m'inspire ? C'est que la France est dans un piteux état. Est-ce qu'on a besoin d'un Premier ministre de gauche ou d'extrême gauche ? Je ne suis pas convaincu. Ça ne ferait qu'accentuer la fracture sociale en France, qui est déjà assez importante. Ça ne redonnerait pas le moral aux économistes et aux investissements en France. Donc déjà que l'économie française n'est pas dans un très bon état. De plus, en termes de force de sécurité, ça ne leur redonnerait pas le moral, étant donné que la gauche ou l'extrême gauche appelle au désarmement de la police. Voilà ce que ça m'inspire. Je pense la solution, je l'ai pas. Ça va être difficile pour Emmanuel Macron de former un gouvernement d'unité nationale. Ça va être très dur, étant donné qu'ils ont perdu les élections et qu'ils ont du mal à naviguer entre la gauche et la droite. Voilà. Mais voilà ce que ça m'inspire. C'est parce que Manon Aubry, qui est en ligne avec nous, souhaite un gouvernement d'union nationale. Elle souhaite un gouvernement de gauche. C'est bien tout à fait. Ouais. Alors que je pense que la France a besoin d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est possible avec la gauche et l'extrême gauche ? J'en suis pas convaincu. Néanmoins, l'avenir nous le dira. Après, à chaque parti de mettre de la bonne volonté. Moi, ce qui me choque, moi je respecte tout le monde, je suis un démocrate, c'est qu'on a tendance à exclure le Rassemblement national. Le Rassemblement national a autant de voix que l'extrême gauche fait partie du champ républicain. Même un peu plus. Certains voudraient le faire croire. Oui, exactement. Tout à fait. Oui, on est à 80 à peu près pour LFI de mémoire et 130-140 pour le Rassemblement national. Voilà. 126 membres pour le Rassemblement national, plus les ciotistes. Voilà, pour être tout à fait précis. Merci beaucoup, Jean, d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. On va laisser passer la pub et puis on se retrouve avec Manon Aubry. Tout à fait, il est 11h16 dans Europe 1 et vous, Manon Aubry, reste avec nous pour ce prochain quart d'heure d'émission. Restez avec nous. 11h, 13h. Olivier Delagarde sur Europe 1 et vous. 11h, 13h, Olivier Delagarde. Et qui pour occuper prochainement l'hôtel de Matignon, qui donc pour devenir premier ou première ministre, c'est l'une des questions du jour, puisque depuis ce matin, le président de la République reçoit les groupes parlementaires à l'Élysée. On est en ligne avec Manon Aubry, députée européenne LFI. Manon Aubry, si ce n'est pas Lucie Castet qui est nommée, quelle sera votre attitude chez les Insoumis ? Vous dégainez la censure immédiatement ou vous attendez de voir ce que propose le nouveau Premier ministre ? Alors d'abord, permettez-moi de dire un petit mot en réponse à Jean, puisque vous avez indiqué que votre émission avait vocation à favoriser le dialogue et je le salue. Je pense que c'est utile, qui plus est dans une situation de blocage politique dans laquelle on est à l'heure actuelle. On en est sûr également. Et Jean parlait de
et je respecte tout à fait, il disait qu'il était de droite, mais il a parlé de l'importance du respect de la démocratie. Et je voulais dire à Jean que si la droite avait remporté les élections législatives, de toute évidence, la droite aurait dû gouverner. Même avec une majorité relative, elle aurait dû gouverner parce que c'était le bloc politique le plus large possible et que l'enjeu de la nomination de Lucie Castet, j'en arrive à votre question, l'enjeu de la nomination de Lucie Castet, c'est pas pour faire plaisir aux formations politiques du nouveau Front populaire. C'est un enjeu démocratique. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire aux Français lorsqu'il y aura de nouvelles élections dans 1 an, 2 ans ou 3 ans? Allez voter, mais le résultat de l'élection ne sera pas pris en compte par le président de la République qui nommera qui il veut. Manon Aubry, il y a plusieurs Manon Aubry, c'est complètement ubuesque et c'est un enjeu démocratique majeur. Manon Aubry, il y a plusieurs façons de voir le résultat des élections législatives. Il y a la façon que vous avez, qui est tout à fait légitime, de dire que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête, mais on peut aussi regarder un peu plus précisément le résultat de ces élections. On s'aperçoit que la gauche, toutes tendances comprises, et en ayant raclé les fonds de tiroir, si vous me passez l'expression, avec une très forte participation. Pas très sympathique. La gauche, ce sont des députés. La gauche n'arrive qu'à 28% des suffrages. Rarement, la gauche en France n'a été à un niveau aussi bas. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes légitime à gouverner ? Écoutez, est-ce que vous pensez que le Rassemblement national, qui a moins de députés que nous, est légitime à gouverner? Est-ce que vous pensez que les macronistes qui ont moins de députés que nous sont légitimes à gouverner? Je vous l'ai dit depuis le début, j'ai conscience que c'est une majorité relative. Mais dites-moi, je vous pose la question et je prends ceux qui nous écoutent à témoin. Quel autre bloc politique, quelle autre majorité est possible à l'Assemblée nationale qui recoupe davantage de députés que ce que propose le nouveau Front populaire? Eh bien, évidemment, c'est pas à moi de répondre à ces questions. Vous pouvez prendre, mais c'est pour ça que néanmoins, je reviens à ma question, Manon Aubry. Si ce n'est pas Lucie Castet qui est nommée, qu'est-ce que sera votre attitude? Vous la censurez immédiatement ou vous attendez de voir si on peut discuter avec le nouveau Premier ministre? Mais imaginez bien, si le président de la République nomme un Premier ministre qui ne reflète pas les équilibres politiques de l'Assemblée nationale, vous pensez vraiment qu'on va rester les bras croisés? Il existe, y compris des dispositions dans la Constitution, la censure, la destitution. Mais il n'y a pas que Lucie Castet qui soit à gauche. Par exemple, Lucie Castet est notre candidate de tout le nouveau Front populaire. On parle par exemple de Karim Bouamran, maire socialiste de Saint-Ouen. Son nom circule, vous l'avez lu dans la presse comme moi. Qu'est-ce que vous faites si c'est lui qui est nommé à Matignon? C'est un homme de gauche. Alors, qu'on m'explique pourquoi Emmanuel Macron, s'il veut choisir un homme de gauche, ne choisit pas la personne qui est désignée par l'ensemble des forces politiques de gauche. S'il ne fait pas ça, et s'il fait le choix de la personne, d'une personne qui n'est pas celle du nouveau Front populaire, c'est parce que son objectif est de fracturer le nouveau Front populaire et son objectif est de créer un équilibre politique qui comprend les macronistes. Parce que si vous voulez, Emmanuel Macron, il est un peu comme un enfant gâté à qui on a cassé son jouet et qui veut continuer à jouer avec, mais qui n'a pas pris conscience de la réalité. Les macronistes ont perdu. Donc, s'il respecte la démocratie, pourquoi il ne va pas désigner la personne qui est choisie par l'ensemble des forces politiques? Donc, si ce n'est pas Lucie Castet, qui que ce soit d'autre, vous censurez? Mais oui, parce que pour une raison très simple, c'est que Lucie Castet est la représentante de notre projet politique sur lequel on a été élu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'été, quand on a pris plusieurs jours à désigner notre candidate à Matignon. Vous étiez impatients, vous les journalistes, et vous aviez bien raison, je vous en fais pas le procès. Vous nous disiez, mais regardez, vous êtes incapable de vous mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Maintenant, on y arrive et on va désigner quelqu'un d'autre parce qu'on veut rompre cet équilibre politique. Le nouveau Front populaire agit en commun. Il se rend ensemble ce matin à l'Élysée. Il a désigné une candidate, c'est Lucie Castet, et c'est celle que le président de la République doit nommer. Allez, nous sommes avec un nouvel auditeur. Yann, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Corse. Eh ben, vous faites très bien de nous appeler de Corse, Vénard. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous dit Manon Aubry? Je pense que, si vous voulez, cette alliance de la de Nouveau Front populaire, déjà, moi, ça me choque de s'appeler Nouveau Front populaire quand on sait ce qu'a été le Front populaire. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une alliance contre nature avec des gens qui s'aiment pas, qui ont très
très peu de points de convergence et qui, de mon point de vue, sont là pour garder leur poste et continuer comme avant. Et LFI a perdu par rapport à la précédente mandature deux postes de députés, et ils veulent faire la loi et imposer non pas une candidate, mais une prétendante au poste de Premier ministre. On est dans une situation qui est illégitime, qui est inextricable, et je vois pas comment on va en sortir. Mais que LFI arrête de dire on a gagné. Ils ont perdu 2 sièges, donc qu'ils arrêtent, quoi. Et vous verriez bien qui à Matignon ? Écoutez, j'en ai aucune idée, et je pense que Macron est dans une situation difficile pour trouver quelqu'un au poste de Premier ministre. Je pense que l'expression populaire, parce que moi je suis un républicain et un démocrate, l'expression populaire par le jeu des renonciations dans les triangulaires a une nouvelle fois retiré au peuple un certain nombre de vœux démocratiques. Donc on est dans une situation qui est celle foutraque de la 4e République. On est en gros dans une mer de noir et on n'est pas prêt d'en sortir, quoi. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup Yann, en tout cas de nous avoir appelé de Corse. Manon Aubry, vous venez d'entendre notre auditeur qui parlait d'alliance contre nature en ce moment à gauche. Je ne sais pas si c'est une alliance contre nature, mais la question est intéressante. Comment est-ce que vous sentez vos alliés socialistes parfaitement alignés sur les positions de la France insoumise ? Écoutez, pour des gens qui s'aiment pas, on a présenté des candidats communs dans l'ensemble des circonscriptions de France. On a un programme commun qui est chiffré et un candidat commun pour Matignon. Je rappelle que les macronistes, qui ont 3 groupes à l'Assemblée nationale, n'ont pas proposé de nom en commun pour Matignon, n'ont pas fait de démarche commune. Par exemple, ils ont écrit de manière séparée. Vous avez d'un côté le groupe Horizon qui a écrit une lettre aux députés, de l'autre côté Gabriel Attal pour En Marche qui a écrit aux députés, et enfin Modem et François Bayrou qui disent non, c'est pas la peine d'écrire au reste de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, ils n'ont pas de stratégie commune. Et on vient nous faire le procès à nous d'être désunis, alors qu'on parle d'une voie commune, qu'on se rend ensemble à l'Élysée, on est les seuls à se rendre ensemble à l'Élysée, et qu'on a une candidature et un projet commun. Pour le reste, pour répondre à votre auditeur, qui dit que nous avons perdu 2 postes de députés et que nous ne serions pas légitimes à gouverner de cela. Alors qu'allez-vous dire vis-à-vis des macronistes qui ont perdu des dizaines de postes de députés? Et c'est précisément parce que je suis respectueuse de la démocratie qu'aujourd'hui l'arithmétique est très claire. Le nouveau Front populaire et le bloc politique qui est en tête, ne vous en déplaise, c'est celui qui est en tête, c'est le choix des Français. Je vous l'ai dit depuis le début, avec une majorité relative, mais il n'y a pas d'alternative. Vous n'allez pas mettre les macronistes qui ont moins de députés pour gouverner à la place du nouveau Front populaire, ça n'a pas de sens. Manon Aubry, pour en revenir à la constitution de ce nouveau Front populaire, est-ce que la France insoumise a encore la main à gauche? Quand on regarde les résultats des européennes, et vous les avez regardés, vous étiez tête de liste, et ces résultats ils peuvent être considérés comme une photographie grandeur réelle de l'état des forces politiques, à gauche comme ailleurs. C'est le PS, associé à Place Publique, qui est arrivé loin devant votre liste. Est-ce qu'il ne serait pas naturel que les socialistes reprennent le leadership de la gauche ? C'est intéressant que vous mentionniez le résultat des européennes, en dehors du fait que le taux de participation malheureusement aux européennes est toujours un peu plus faible. Ça c'est pas moi qui ai fait campagne pour les européennes. Qu'aux législatives, oui, vous avez raison. C'est un scrutin qui est plus difficile sur lequel mobiliser. Mais c'est intéressant de regarder l'évolution du résultat des européennes. Il se trouve que j'étais candidate en 2024 et j'étais également tête de liste en 2019. Entre 2019 et 2024, la France insoumise a progressé d'1 million de voix. Raphaël Glucksmann, c'est vrai, a fait un score bien meilleur en 2024. Et a fait 14% quand j'en ai fait 10%. Mais il a fait peu ou prou le score de Yannick Jadot en 2019. Et si vous regardez dans l'ensemble politique de la gauche, le sous-ensemble que nous représentons, la France insoumise, a progressé d'1 million de voix, alors que le sous-ensemble, disons, social-démocrate, fait des écologistes et des socialistes, a lui perdu 500 000 voix par rapport à 2019. Donc non, on ne peut pas dire que la France insoumise a perdu la voix, a perdu la main, nous avons progressé. Mais pour autant, je suis respectueuse de mes partenaires. Vous l'avez compris, mon objectif est de construire dans la durée le nouveau Front populaire. Je suis respectueuse des socialistes, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main une partie ou une autre. Vous n'êtes pas sur le marché à choisir cette tomate parce qu'elle vous paraît belle et pas l'autre. Le nouveau Front populaire est un tout, avec ses nuances et sensibilités, mais d'accord sur un projet, et c'est pour ça qu'on veut gouverner. Merci beaucoup. Manon Aubry, députée européenne LFI, ancienne tête de liste lors des élections du printemps dernier. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. 11h29 dans Europe 1 et vous, dans quelques instants, le journal permanent
Manon. Et juste après, eh bien, nous resterons sur ce volet politique, alors qu'Emmanuel Macron commence ses consultations pour Matignon aujourd'hui. Et la parole, dans le prochain quart d'heure, sera donnée à Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle. Restez avec nous, à tout de suite. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Y a-t-il une solution? Sans doute, hein. Il n'y a pas de problème sans solution, mais il est bien difficile. Cette solution est bien difficile à trouver dans une Assemblée nationale qui se divise en 3 tiers. Le Nouveau Front Populaire à 193 sièges, le Centre 162 sièges et le Rassemblement national et le groupe emmené par Éric Ciotti, son allié, à 142 sièges. Les groupes parlementaires sont reçus depuis ce matin à l'Élysée. C'est le Nouveau Front Populaire qui est en ce moment dans le bureau du président de la République. Suivra le groupe centriste, ma chère Estelle. Et nous recevons aussi maintenant, pour en parler avec vous, Ludovic Mendes, qui est député Renaissance de la Moselle. Bonjour Ludovic Mendes. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'écouter Manon Aubry, mais si tel n'est pas le cas, on va vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on pense à gauche. Pas avec Manon Aubry, mais je vous propose d'écouter d'abord Louis Boyard, donc l'insoumis député du Val-de-Marne. Il était hier soir sur BFM, écoutez-le. Je vous le dis très clairement, ce sera Lucie Castet ou ce sera la destitution du président de la République. Je vous entends parler de 2 étapes, Attendez, il y a 2 ans, Emmanuel Macron, il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Personne ne tergiversait en disant « Ah bah finalement, attendez, non, pas du tout ». Mais là, pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que le Nouveau Front Populaire, ah bah lui, on va pas lui donner le gouvernement, mais précisément parce qu'on va déconstruire la politique d'Emmanuel Macron. Alors voilà pour Louis Boyard. Écoutez maintenant Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Il était sur TF1. Comment on appelle en politique un président de la République qui ne nomme pas un Premier ministre d'une coalition arrivée en tête? Comment on appelle ça? En Amérique latine, on appelle ça un putsch, un coup d'État, un coup de force démocratique. Hein? Non, mais on en est là. Et en France, vous appelez ça comment? Mais de la même... Faites la comparaison sans faire. Mais de la même manière. Non, mais vous imaginez... Un coup d'État? Mais vous imaginez pour les Français ce que ça veut dire? Et puis, je vais vous faire écouter Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui était ce matin sur France Inter. Non, il n'y a pas de plan B à Lucie Castet. Je pense que vous avez bien en tête qu'on a pris le temps de trouver ce nom parce qu'on l'a fait sérieusement, qu'il fallait un nom de consensus, d'expérience, de compétences, quelqu'un qui soit sincèrement aligné avec le programme parce qu'il faut le mettre en œuvre et quelqu'un qui soit de nature à apaiser ce pays qui en a grand besoin. Lucie Castet correspond à tous ces critères. C'est le nom que nous avons choisi. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pour ces trois commentaires de 3 forces de gauche. Ludovic Mendes, est-ce que les forces de gauche n'ont pas un peu raison d'être en colère ? Alors, est-ce qu'ils ont raison si on prend les choses simplement dans leur prisme à eux? Oui. Si on écoute les Français et qu'on écoute le reste de l'Assemblée nationale, la réponse c'est non. Ils sont tout le temps en train de nous prendre l'exemple espagnol en permanence sur le SMIC, sur plein de choses. Je rappelle qu'en Espagne, Pedro Sánchez n'avait pas gagné les élections, il est arrivé 2e et malgré tout, il est Premier ministre. En fait, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ne peuvent pas gouverner. On est en train de nous expliquer que nous, il y a 2 ans, quand on était 250 à l'Assemblée nationale, nous étions illégitimes et pas en capacité de le faire et que le 49.3 c'était antidémocratique. Et eux, à 189, ils peuvent le faire. C'est un peu particulier quand même. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à créer de coalition. Ils partent du principe qu'ils peuvent faire les choses tout seuls. Mais comment à 189 députés, et sachant qu'ils n'ont pas le Sénat, ils peuvent voter un budget ou faire voter des lois? C'est impossible. L'arrêté, c'est qu'ils cherchent une façon de pouvoir exister, de démontrer que eux ont un programme et qu'ils ont gagné, mais personne n'a gagné ces élections. Certes, ce sont eux qui ont un peu plus leur coalition, parce qu'un parti seul, aujourd'hui, est pas majoritaire, mais a plus de députés, c'est le Rassemblement national. Le RN pourrait demander exactement la même chose que ce que demande le Nouveau Front Populaire. Et il ne le fait pas. La réalité, c'est qu'ils ont besoin, parce qu'il y a aussi des dissensions internes, des difficultés internes, où ils sont en train de se rendre compte qu'ils ne pourront pas tenir ensemble dans la durée, et donc ils ont besoin de mettre la pression sur le président de la République. Et les Français, dans les sondages, dans vos médias, disent tout l'inverse que ce que dit Louis Boyard ou Madame Aubry. Bon, alors vous, député Renaissance, votre groupe centriste, vous allez être reçu également par le président de la République cet après-midi. Vous avez des choses à lui dire ou vous allez juste prendre des ordres ? Alors c'est Gabriel Attal qui nous représentera. Il y va avec un document qui a été monté par les parlementaires de l'ancienne majorité, donc du groupe Ensemble pour la République, et il va nous représenter et dire voilà les propositions que nous faisons pour essayer de faire une coalition la plus large possible. Parce qu'on a aussi cette responsabilité de notre côté, on est le bloc central, on est capable de parler avec des personnes de gauche comme de droite, mais il faut qu'en face de nous, on ait des personnes qui acceptent les mains tendues. On aurait aimé aussi avoir des mains tendues peut-être du Nouveau Front Populaire qu'on n'a jamais obtenu. C'est ce qui fait la différence entre eux et nous, et on ne sera pas aux ordres.
On est dans une autre logique et je crois que les parlementaires ont besoin aussi de se faire entendre. Et je crois que vous avez pu entendre plusieurs petites musiques dans ce sens-là au mois de juin ou au mois de juillet qui expliquaient qu'il y avait aussi pas une colère, pas une défiance, mais l'envie de dire au président de la République que les parlementaires ont des choses à dire et parce qu'on représente des territoires, on représente des diversités où on en a besoin. Mais vous avez un candidat Renaissance au poste de Premier ministre clairement affiché? Juste une question, est-ce qu'on parle vraiment d'un candidat ou on est censé parler d'un projet? Aujourd'hui, le projet, c'est comment on fait pour faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse voter des lois. Attendez, le projet, on le connaît votre projet, mais la personne pour le mener à bien, c'est quand même très important. Qui poussez-vous, Renaissance, pour occuper Matignon? Là, en l'état, on pousse personne. Du moins, nous, on n'a pas, en tant que parlementaire, pris la décision de pousser un nom. C'est aussi au président de la République de faire un choix et puis il faut voir avec qui on peut s'allier. C'est ce qui va faire la différence. La personne qui devra être première ministre ou devra être la personne en capacité de rassembler le plus largement possible pour voter des lois. Ludovic Mendes, quand même. Je suis observateur de la vie politique depuis un certain temps. C'est pas un peu bizarre quand on est dans un parti politique qu'on brigue le pouvoir et de ne pas avoir de nom à donner quand on vous demande qui sera Premier ministre? Je peux entendre ce que vous me dites. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon. Mais là, on est dans une situation un peu particulière sous la 5e République. Il y a pas de, il y en a trop. Nous, on n'a pas de débat en interne pour pousser un candidat. On pourrait, je sais pas, parler même d'Édouard Philippe, on peut parler de Gérald Darmanin, de Gabriel Attal, d'Elisabeth Borne, on pourrait parler de personnes extérieures, on a parlé aussi de Jean Castex, ça peut être un représentant de la gauche comme Bernard Cazeneuve, ça peut être un représentant de la droite comme François Baroin, ça peut être différents types de personnes. Vous êtes ouvert à tout. Bon, et le projet. Oui, mais il faut être ouvert. Le projet. La situation que nous connaissons aujourd'hui est exceptionnelle, donc il faut être ouvert à tout. Ludovic Mendes, le projet, il faut pas être grand clair pour le deviner, c'est de continuer la politique qui était menée précédemment par Gabriel Attal ou Elisabeth Borne. Vous êtes quand même les grands perdants des dernières législatives, camp présidentiel. Est-ce que ce serait pas un déni de démocratie de renommer une personnalité de votre camp? Alors, c'est pas un déni de démocratie, d'une part. Deuxièmement, oui, on a perdu et on n'a pas arrêté de le dire. Au moins, on assume ça et on explique aussi à certaines personnes qu'ils n'ont pas gagné. Donc ça, il faut qu'on le prenne en considération. Maintenant, je vous le dis honnêtement, c'est pas l'histoire de personne, c'est l'histoire de qu'est-ce qu'on fait et comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas une nouvelle dissolution l'année prochaine ou alors que Marine Le Pen prenne le pouvoir dans la foulée. Ça, c'est le premier des combats. Et il est normal que oui, il y ait une forme de, pas de déconstruction de la politique menée jusqu'à maintenant, mais il y a des choses qu'on doit revoir, il y a des accompagnements qu'on doit apporter, il y a des Français qui nous ont aussi demandé des choses pendant les différentes campagnes que nous avons vécues, et il faut le prendre en considération. Tout aujourd'hui ne peut plus être identique à ce que nous avons connu entre 2017 et 2022, ou entre 2022 et 2024. Il faut absolument un changement de fonctionnement, un changement de lecture politique. Et peut-être que ça fera du bien à notre pays, sous la 5e République, de dire que les parlementaires ont un pouvoir différent et sont dans l'obligation de construire des coalitions pour avancer. Ludovic Mendes, vous restez avec nous. Vous savez que cette émission, c'est aussi la parole des auditeurs et on est en ligne avec Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour. D'où nous appelez-vous? De Lille. Eh ben, écoutez, bienvenue. On avait un auditeur de Corse, maintenant c'est de Lille. Vous voyez, on couvre la France du nord au sud. Qu'est-ce que vous aviez à nous dire de la situation politique qu'on est en train de vivre? Je trouve que c'est vrai que tout le monde dit que cette situation en fin de compte va, puisqu'on se rend compte qu'on dit que la France va bien pour le moment, mais je trouve que c'est quand même assez instable et de voir qu'on a mis tant que ça de temps à pouvoir réagir. Je pense qu'il n'y a pas de gagnant ni de réel gagnant au niveau d'aucun parti. La seule chose qu'on dit, c'est que Renaissance, je pense, qui est un parti qui existe depuis avril 2016, créé par M. Macron, aujourd'hui est devant un fait accompli que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir trouver justement une coalition qui va permettre de faire fonctionner ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, l'image qu'on veut renvoyer aux électeurs et aux Français, c'est qu'on trouve quelqu'un qui soit de gauche, de droite, mais qui puisse rallier les bons points de chaque parti, de faire puisse gouverner une nation, un pays, et non pas un parti. Et je pense que aujourd'hui, que ce soit la Renaissance, la gauche, le centre, et qu'il ne faut pas exclure non plus, même s'ils ont des idées différentes, le parti de Marine Le Pen, qui a quand même 10 millions d'électeurs, et qu'on doit prendre en considération et qu'on ne doit pas laisser de côté. Je pense qu'on doit être capable de pouvoir unifier et qu'on doit être justement, on va dire que l'étoffe d'un président de la République, c'est de montrer qu'on est capable de rallier tout le monde à une cause qui est un pays. Voilà. Stéphane, tout à l'heure on avait un autre auditeur qui appelait, et j'ai l'impression que c'est un peu également votre idée, un gouvernement d'union nationale, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui vraiment franchement que
c'est possible d'avoir dans un même gouvernement des gens du Rassemblement national, de la France insoumise, du PS et des Républicains? Alors, Olivier, je vais vous dire aujourd'hui, est-ce que avant que les Jeux Olympiques ont commencé, on disait ça va être une catastrophe? Est-ce que ces Jeux Olympiques se sont bien passés? Oui. Oui. Qui c'est qui a organisé ces Jeux Olympiques? La mairie de Paris, la ville de Paris. Donc, on a vu différentes parties avec différentes personnes. Je pense que soit les gens sont assez intelligents pour passer au-dessus des égos, on va dire, politiques et de gouverner un pays. On a une image à tenir et on a un rang à tenir au niveau international. Soit dans ces cas-là, on voit qu'en fin de compte, on reste à desservir à des fins personnelles et politiques et de parti. Et dans ces cas-là, bah oui, Olivier, vous avez raison, ça ne sera pas possible. Alors il faut nommer Estanguet, Premier ministre, le président du comité d'organisation. Non, pas là, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont assez intelligentes et respectables, comme tous ces gens qui sont arrivés à ces postes-là, parce qu'ils ont été élus, donc c'est tout à fait respectable et notable. Mais je pense qu'il est certain qu'on doit trouver quelqu'un qui puisse justement rallier tous ces gens avec leurs bonnes idées, que ce soit à gauche, à droite, mais que ça puisse servir. Vous vous rendez compte l'image qu'on renvoie aux gens, au peuple? Ils se disent mais quel intérêt d'aller voter? Quel intérêt? Qu'est-ce qui va changer mon quotidien? Est-ce qu'on se pose cette question, hormis ce stirail politique, de se poser, le commun des mortels va se dire qu'est-ce que cela va apporter à mon quotidien? Quelle différence cela va donner? Et au-delà de ça, quelle image on incarne au niveau international? Eh ben, merci beaucoup Stéphane de nous avoir appelé de Lille. Il fait beau à Lille au moins? Oui, ça va, c'est correct. Bon, écoutez, tant mieux pour vous. On va faire réagir Ludovic Mendes, qui est notre invité dans quelques instants, Estelle. Oui, 11h45 dans Europe 1 et vous, restez avec nous, auditeurs d'Europe 1. Nous consacrerons encore le prochain quart d'heure à la politique et aux questions de qui va s'installer à Matignon. Vous pouvez d'ailleurs toujours réagir à ce sujet avec le numéro du standard que je vous donne tout de suite, 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1 et vous. 11h, 13h, Olivier Delagarde. Bon, vous êtes peut-être en vacances, ou vous vous apprêtez peut-être à partir en week-end. On est vendredi. Je peux vous dire que pour eux, c'est la rentrée, le personnel politique. La rentrée politique, on y revient évidemment très longuement aujourd'hui sur Europe 1 avec ces réunions qui se déroulent à l'Elysée entre le président de la République et les représentants des principaux groupes parlementaires. Et nous sommes avec un représentant du groupe présidentiel, Estelle. Tout à fait. Il était avec nous en ligne le dernier quart d'heure et il nous a fait le plaisir de rester avec nous pour encore ce quart d'heure politique. Pour en débattre avec vous, Olivier Delagarde, c'est le député de Renaissance de Moselle, Ludovic Mendes. Oui, Ludovic Mendes, on a eu 2 auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui et qui réclamaient finalement la même chose. Un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ça vous semble possible aujourd'hui ? Alors, si on part du principe que le gouvernement d'union nationale doit représenter l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale, ça va être compliqué. Pour beaucoup, c'est ni RN ni LFI. À gauche, impossibilité d'aller avec le RN, et à droite, impossibilité d'aller avec le LFI. Et chez nous, au bloc central, c'est ni l'un ni l'autre. On les met pas au même niveau. C'est pas pour les mêmes problématiques, c'est pour différentes raisons, mais c'est impossible. Mais il est possible d'aller faire une union qui va de la gauche à la droite. Mais pour ça, il faut qu'on accepte de se dire que la politique que nous devons faire doit être pour les Français et pas pour les partis politiques. C'est ce qui va faire la différence. Et en complément, c'est pour quelle raison? Il faut un projet de gouvernement, il faut un contrat de gouvernement et des propositions qui répondent aux besoins, aux urgences des Français. Parce qu'on ne peut pas tout mettre au même niveau et on doit le prendre en considération. C'est pour ça que moi, depuis le mois de juillet, je dis que si on doit attendre jusqu'au 1er octobre, attendons jusqu'au 1er octobre. La gauche pousse fortement pour avoir un gouvernement. Les Français qu'on croise aujourd'hui sur le terrain ou qu'on peut écouter sur votre radio ou qu'on peut lire dans la presse écrite nous expliquent qu'ils ne sont pas pressés tant qu'on répond à leurs besoins et qu'on est en capacité de pouvoir unir ce pays qui a des difficultés parfois encore à se parler, à se regarder, à s'entendre, parce qu'il y a des vraies tensions sur certains territoires. Et ça, c'est de tout ça qu'on doit pouvoir répondre demain. Et en l'état, maintenant, tout de suite, quand on écoute les différents représentants de partis politiques, on n'y arrive pas. Et on a aussi notre part de responsabilité là-dedans, et on ne peut pas la nier, mais la réalité, c'est qu'on est les plus ouverts, on est ceux qui tendent le plus la main pour essayer de construire quelque chose de différent. Ludovic Mendes, quand on est à notre place de journaliste politique et qu'on tend nos micros à des représentants de la gauche, ils disent impossible de s'allier avec le groupe macroniste. À droite, on dit exactement la même chose. Vous, en tant que député, vous avez forcément des contacts. Comment est-ce que vous sentez que certains députés seraient prêts, députés autres que ceux de votre clan, seraient prêts à une alliance plus large ?
Certains le sont et se sont exprimés. D'ailleurs, il y a eu des tensions au mois de juillet dans les différents groupes politiques. Certains n'ont pas rejoint leur groupe d'origine, d'autres se sont mis à parenter. Ça a été la même chose au sein de la majorité, de l'ancienne majorité. Donc certains on doit le prendre en considération. Mais vous le sentez comment? Vous sentez que vous allez y arriver ou pas? Alors, j'espère qu'on y arrivera, parce que si on n'arrive pas, c'est un échec et on sera tous responsables. Je pense qu'on est collectivement condamnés à réussir. Mais la réalité, c'est que si on part du principe que c'est la survie des partis politiques et que l'enjeu, c'est 2027 pour savoir qui va être présidentiable ou potentiellement en capacité de se présenter, on est foutu. Les Français, c'est pas ce qu'ils attendent de nous. D'ailleurs, vos auditeurs ne disent pas ça non plus. Ils ont besoin qu'on réponde aux besoins. Et après, 2027, c'est une autre échéance. C'est une autre France, potentiellement, et on doit le prendre en considération. Et ça, en l'état, on ne le fait pas. Ludovic Mendes, je vais vous faire écouter ce que disait Guillaume Bigot, qui est député Rassemblement National du Territoire de Belfort. Il était l'invité d'Europe 1. Par ailleurs, nous, au Rassemblement National, nous considérons que l'on va vers une nouvelle dissolution. Donc nous sommes déjà en campagne. Ce soir, je serai dans le territoire de Belfort, auprès de mes administrés. Est-ce que on peut faire l'économie d'une nouvelle dissolution, à votre avis, dans 10 mois? Parce que maintenant, c'est plus un an, c'est 10 mois. Hein. Si tous les responsables politiques sont responsables, oui, on peut le faire. Et on peut apporter des réponses avec un gouvernement d'une forme d'union ou de coalition. On peut le faire, on peut aller jusqu'en 2027. Mais pour ça, et c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il faut arrêter de regarder son nombril, de penser aux partis politiques et penser aux Français. Et c'est pour ça que nous avons été élus. On est des représentants des Français, de cette démocratie qui aujourd'hui a besoin qu'on arrête de se regarder en disant je suis le Parti Socialiste, je suis la France Insoumise, je suis Ensemble, je suis les Républicains, et se dire nous sommes tous à l'Assemblée nationale, nous sommes au Sénat, comment nous travaillons ensemble pour répondre aux besoins des Français. On peut le faire, mais pour ça il faut que les grands responsables politiques arrêtent de penser à leur avenir personnel et pensent à l'avenir de la France. Et pour ça, il faut qu'on trouve un Premier ministre. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Ludovic Mendes, que dans votre clan, vous n'avez pas véritablement un candidat que vous poussez. Je vais vous donner des noms qui ont circulé. Dites-moi en toute objectivité ce que vous en pensez. Lucie Castet. On ne la connaît pas. Bien. Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen. Qui a brillé pendant les JO, qui a été présent. Et je vous le dis encore une fois, c'est pas une histoire de personnalité, c'est pour quel projet. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelqu'un qui pourrait faire le job? Pourquoi pas? Comment il rassemble? Xavier Bertrand. C'est ça les questions qu'on doit se poser. Xavier Bertrand. Pourquoi pas aussi? Bernard Cazeneuve. Ça, c'est un choix qui, à titre personnel, permettrait de répondre à cette envie de coalition de droite et de gauche. Je pense qu'il est en capacité de parler à la droite et à la gauche. Et c'est un homme d'État, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Ça, c'est votre candidat, donc Bernard Cazeneuve. Valérie Pécresse? Je crois qu'il y a beaucoup de travail au sein de la région Île-de-France. Ouais, bon. On sent bien, d'ailleurs, vous voyez, que à l'intérieur même de votre groupe politique, il y a des gens qui viennent du Parti Socialiste, il y a des gens qui étaient autrefois à droite. Vous n'êtes pas exactement alignés sur la même ligne, quoi, voilà. Ça ne nous a jamais empêché de travailler tous ensemble et d'apporter des réponses. Bon, vous avez eu le temps de réfléchir, j'imagine, de digérer pendant l'été. C'était une bonne idée de dissoudre? Alors moi, j'ai toujours dit dès le départ que je ne pensais pas que c'était une bonne solution. Donc là-dessus, je ne vais pas changer d'avis. Après, c'est la décision du président de la République, il faut la respecter. Et puis maintenant, il faut qu'on puisse trouver des réponses à la situation complexe que nous connaissons. Bon, l'une des réponses, ça pourrait être aussi, ça pourra finir par là, par une démission d'Emmanuel Macron. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas et c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Ceux qui poussent dans ce sens-là n'ont pas envie de faire évoluer ce pays. À partir du moment où on est dans une situation exceptionnelle, que les Français nous ont passé un message clair en disant voilà, personne ne peut avoir de majorité, trouver une solution et apporter des réponses. C'est pas que la faute du président de la République. Je rappelle juste que le blocage de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la faute du président de la République. Il a sa part de responsabilité, nous avons la nôtre, mais les oppositions aussi ont joué trop l'opposition. Et à partir du moment où on a pensé avoir des accords avec certains partis qui étaient censés nous accompagner sous la loi immigration, sous la loi retraite, et qu'on a été lâchés en pleine campagne, eh ben c'est un peu compliqué de pouvoir avancer tous ensemble. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis et je l'assume pleinement, quand on est un responsable politique, on prend ses responsabilités, on regarde ce que demande le peuple français et on lui apporte des réponses, on arrête de nourrir simplement une doctrine de parti politique. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1.